Notre univers n'est qu'un monde parmi des milliers d'autres. Il existe en effet une infinité de ces mondes, et chacun d'entre eux suit une destinée qui est unique. Chacun d'entre eux possède sa propre géographie stellaire, ses propres astres et étoiles, ses propres planètes. Et sur les rares d'entre elles capables d'accueillir la vie, de grandes civilisations naissent et meurent depuis des temps immémoriaux. Chaque individu composant ces trilliards d'âmes est un être unique dans ce multivers. Chaque monde a une histoire différente qui lui est propre. Nous ne sommes pas, vous et moi, un simple exemplaire d'une personne dupliquée des milliards de fois d'un monde à l'autre. Vous et moi sommes uniques. Les autres mondes sont là, juste derrière le voile de notre réalité. Mais vous n'êtes présent que dans votre propre univers. Il n'y a pas de copie de vous. Vous êtes à la barre d'un destin unique qui n'appartient qu'à vous. C'est l'une des seules certitudes que nous ont apporté nos études de ces mondes mystérieux. Il y a tant de choses que nous ne comprenons pas encore, mais il y en a une en particulier dont je dois vous parler. Nous avons découvert quelques exceptions à ce principe d'unicité, et la plus notable d'entre elles, c'est l'existence des Nexus. Des planètes comme la nôtre qui existent dans plusieurs de ces réalités. Des astres qui superposent leur emplacement, leur trajectoire, se tenant ainsi à l'exacte même position dans des mondes différents. Des astres qui, bien que disposant chacun d'une géographie unique, occupent la même place dans la danse cosmique de leurs univers respectifs. Et sur ces planètes si particulières, on peut assister à quelque chose qu'on avait toujours cru impossible. Lorsqu'un espace vide, délimité par les mêmes contours, se trouve au même endroit dans deux univers, un portail dimensionnel se forme naturellement entre les deux. Si deux structures, comme par exemple une arche de pierre ou l'encadrement d'une porte, existent toutes les deux au même emplacement exact dans deux mondes différents, un lien se crée alors entre elles. Un lien qui permet de voyager d'un monde à l'autre. Et ces voyages, c'est précisément ce qui m'intéresse. Seule une poignée de ces mondes infinis sont liés aux nôtres, et on ne sait presque rien de leur sujet, mais nous pouvons partir à leur découverte, nous pouvons explorer les mondes. Il y a des histoires captivantes, des légendes incroyables, des épopées passionnantes qui n'attendent que d'être racontées, mais parmi ces innombrables récits, il y en a un en particulier que je tenais à vous narrer en premier. Un récit aussi tragique que fascinant, qui à bien des égards pourrait faire office d'avertissement. Un avertissement sur les dangers de ce multivers inconnu bien sûr, mais surtout, pour les peuples humains, un avertissement sur notre propre nature, sur les conséquences funestes que peuvent engendrer nos extraits. Laissez-moi vous narrer la tragédie du monde qui porte le nom d'une île. Laissez-moi vous parler d'Estria. Des étendues désolées à perte de vue, pas un bruit à part le vent, des ossements, beaucoup, aucun mouvement, rien qui bouge, mais surtout des champignons. Des champignons partout, sur la moindre surface, le moindre endroit où ils peuvent pousser. Des champignons oranges, bioluminescents, et à part eux, rien. Aucun être vivant, animal comme végétal, juste des arbres morts et eux, des villes fantômes et eux, ces putains de champignons. Voilà à quoi ressemble ce monde aujourd'hui. Un enfer immobile et silencieux, noyé dans des nuages de spores couleur sang. Les spores des champignons qui ont remplacé la vie. Et vous l'aurez sans doute deviné, mais ces spores sont atrocement dangereuses. Ils ne sont pas toxiques, c'est bien pire que ça. La seule particularité de ces champignons, c'est qu'ils poussent partout. Absolument partout. Y compris dans le corps des autres êtres vivants. Inspirez une seule bouffée de ces spores, et vous êtes condamné. Ces horreurs se développeront dans vos poumons, dans votre estomac, sur votre peau si vous les touchez, bref, partout. Vous dévoreront de l'extérieur aussi bien que de l'intérieur. Et il n'y a pas de remède. Les antifongiques assez puissants pour les éradiquer sont aussi assez violents pour vous tuer. En fonction de la quantité ingérée, votre calvaire peut durer de quelques jours à plusieurs années. Et dites-vous que cette saloperie recouvre le moindre centimètre carré de terre émergée de ce monde, à une exception. Une petite île, loin de tout, isolée au milieu d'un océan immense. Une petite île où la population réussit tant bien que mal à contenir l'infestation de ce champignon immonde. Le tout dernier bastion de l'humanité. Le dernier endroit de cette terre qui résiste encore à ce qu'ils appellent la pandémie rouge. La dernière ligne de défense d'une humanité mourante. Et pour combien de temps? Vous vous souvenez, quand j'ai dit que ce monde portait le nom d'une île? C'est celle-là. C'est tout ce qu'il reste. C'est ce monde. Estria. Mais avant de vous parler des survivants, laissez-moi vous présenter leur bourreau. Un foutu champignon. Serpula parasitica. C'est comme ça que les savants l'ont nommé. Mais tout le monde l'appelle la mérule. Comment une chose pareille peut exister, putain? Comment dans un multivers aussi bien fichu, rempli de tellement de merveilles, une telle saloperie a pu apparaître? Vous pensiez que la nature était mieux foutue que ça, hein? Que la vie était capable de s'autogérer, en harmonie, sans se détruire? Et vous avez raison, putain. Vous aviez raison. La nature n'a pas créé cette horreur. Mais ne nous précipitons pas. Il faut que je vous raconte cette histoire depuis le début. Il faut que les autres humanités sachent. Il faut leur dire comment la chute d'un empire a entraîné la chute d'un monde. On en sait trop peu sur le passé de ce monde. Les rares archives qui n'ont pas été perdues ont été censurées, mais j'ai fini par reconstituer l'essentiel de cette histoire. Il y a une théorie comme quoi notre espèce serait originaire d'un seul même monde. Dans des temps si reculés que tous les auraient oubliés, nos ancêtres auraient abandonné leur terre natale pour se répandre partout dans le multivers, fondant ainsi des milliers de civilisations humaines différentes. Mais je digresse. Tout ça pour dire qu'on a tout perdu de la jeunesse du monde Zestria, tout oublié, sauf une chose. Un pays devenu un empire qui à lui seul a engendré la série d'événements qui nous intéressent aujourd'hui. Un empire qui s'est perdu dans la poursuite d'une quête insensée, l'empire de Radana.
Tout commença dans l'âge antique. À cette époque-là, on commençait à assister à l'émergence des premières grandes civilisations. Une période où les premiers vrais pays avec des organisations solides s'entre-déchiraient pour arracher la terre du voisin à grands coups de javelot. Et au milieu de ça, il y avait la cité-état de Radana, une ville titanesque située à l'embouchure d'un des plus grands fleuves de la planète. Des remparts incroyables pour l'époque et l'une des populations les plus élevées de la période. Et je vous raconte pas leur économie, c'est simple. Ils sont situés au croisement de 3 continents. Au moins un tiers du monde connu passe par eux à l'époque. Et bien entendu, ils ont une énorme armée, principalement des mercenaires, pour protéger tout ça. Bref, Radana est sacrément riche, trop riche même. En fait, c'est leur principal problème. Tous les empires de l'époque les volent. Ils sont une proie bien trop alléchante pour que les autres les laissent tranquilles. Je n'ai aucune idée du nombre de fois où cette ville a été assiégée, mais une chose est sûre, les Radanais ont dû batailler ferme pour garder leur indépendance. Tout ça aurait pu en rester là. Radana n'aurait pu être qu'une cité prospère, mais condamnée à disparaître un jour ou l'autre, emportée par les flots de l'histoire. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Tout a basculé. Un engrenage, véritable mécanique de l'histoire, s'est enclenché au cours de cette période. Une chaîne de conséquences qui ont mené à la tragédie que nous connaissons. Et tout ça a été mis en marche par un seul homme, un philosophe nommé Adagos. On garde de lui l'image d'un vieux barbu, déclamant des discours enflammés qui électrisent les foules, et d'un type qui ne savait pas parler autrement qu'en hurlant. Un pionnier, un visionnaire pour certains, un fou dangereux pour d'autres. On pense qu'Adagos faisait partie de la noblesse de Radana. Il a sans doute passé sa jeunesse dans le luxe et l'opulence, libéré de l'obligation de travailler car déjà riche de naissance, il aurait été, comme souvent chez l'élite à l'époque, libre de consacrer son temps à l'étude de l'art, de la poésie, de la philosophie et l'élevage de chiens. Ouais, l'élevage de chiens. Moi non plus j'en suis pas revenu quand j'ai mis la main sur ce vieux texte qui révélait qu'un personnage aussi légendaire adorait les toutous. Mais mis à part le meilleur ami de l'homme, Adagos avait une autre passion, la philosophie naturelle, l'art de percer les mystères de la nature de l'humain par l'observation de la nature qui l'entoure. La quête pour découvrir les secrets de l'univers par l'étude du vivant. Adagos a trouvé le moyen de relier ces deux passions. Il était fasciné par la façon dont les éleveurs arrivent à faire naître de nouvelles espèces, croisant les races de chiens. Il aurait même écrit plusieurs traités sur la question, on n'a malheureusement jamais retrouvé. Puis un jour, il a eu une idée aussi simple que terrible. Et si on faisait la même chose avec des humains? Sans se soucier une seule seconde de la moindre considération éthique, Adagos a décidé de vouer sa vie à vérifier cette théorie. Pendant des décennies, il a écumé les marchés aux esclaves de Radana, achetant hommes comme femmes dans le seul but de les forcer à se reproduire pour voir ce que ça donnerait. Et il a fini par trouver ce qu'il cherchait. L'expérience était toute simple. L'homme et la femme les plus grands en taille de la cité devaient donner naissance à des enfants aussi grands qu'eux, voire plus. Et cela a marché. Ses contemporains ne mesuraient pas les agissements d'Adagos à l'époque. Ces expérimentations étaient perçues comme les lubies d'un aristocrate désœuvré. Personne à ce moment-là n'avait encore réalisé les implications de ces découvertes, de ces agissements. Adagos venait de découvrir deux choses. La génétique et l'eugénisme. Il venait d'ouvrir la boîte de Pandore et il faudrait à l'humanité plus d'un millénaire pour le comprendre. Mais les changements ne furent pas aussi longs à se faire ressentir. Vers la fin de sa vie, Adagos présenta ses travaux au Sénat de Radana. Il avait un projet, un vaste plan. Vous vous souvenez quand j'ai dit que la cité devait subir d'incessantes attaques depuis toujours? Adagos proposait une solution. Sélectionner les hommes et femmes les plus grands, les plus forts, les plus endurants, faire naître des générations entières d'enfants destinés à la guerre, créer en quelques décennies l'armée composée des soldats les plus puissants du monde connu. En somme, faire de l'élevage de soldats, comme du bétail, ni plus ni moins. Mais le plus fou dans tout ça, ce n'était pas ce plan démentiel, mais le fait qu'il a fini par être accepté. À l'époque, l'armée de Radana allait mal. Quelques années plus tôt, un capitaine d'un bataillon de mercenaires qu'employait Cité s'était retourné contre elle. Avec l'aide de quelques traîtres, il avait tenté de mettre à sac la ville pour la piller. L'incident avait manqué de se transformer en véritable guerre ouverte à l'intérieur des remparts, mais au final, la mutinerie fut écrasée dans le sang. Le calme revint, mais la disgrâce retomba sur les autres mercenaires qui avaient pourtant vaillamment lutté pour défendre leurs employeurs contre les traîtres. Le mal était fait, la confiance que portait Radana en ses combattants étrangers est bréchée. Radana voulait ses propres troupes pour assurer sa défense. Fini les mercenaires. Toute l'armée était à reformer, mais le peuple ne voulait pas du retour de la conscription. Coincé entre la menace d'épées louées peu fiables et d'un soulèvement de la plèbe, le Sénat finit par décréter que le projet d'Adagos de monter une armée d'esclaves n'était finalement pas si déraisonnable. Le commerce d'êtres humains était largement répandu à cette époque-là, mais Radana le fit passer au niveau supérieur. Des hommes et des femmes furent acheminés comme des bêtes depuis tous les coins du monde connu jusqu'à la cité, une entreprise colossale destinée à engendrer la génération la plus puissante qu'on ait jamais vue. Je sais ce que vous pensez. L'eugénisme, c'est une impasse. Un mode de pensée néfaste qui vous enferme dans une vision du monde tronqué, où le sang compte plus que tout, au mépris de tout le reste. Un chemin de pensée qui conduit à placer un groupe sur un piédestal qu'il ne mérite pas, ce qui finit toujours par produire un entre-soi malsain, dont la seule issue ne peut être que la consanguinité, la pauvreté des gènes comme celle des idées. Jusqu'à ce que tout ça cède, que tout s'écroule. C'est simple, l'eugénisme, ça ne marche pas. Et je suis d'accord, l'eugénisme, ça ne mène jamais à rien de bon. Malheureusement, sur des milliers et des milliers de mondes, il arrive parfois que les étoiles s'alignent. Un enchaînement de conséquences, fortuites ou non, permettent aux pires idées d'exprimer la totalité de leur potentiel. Ça se produit qu'une fois sur 1 million, et ça finit toujours mal.
Adagos a vécu assez longtemps pour voir entrer en service la première légion de prétoriens. C'est le nom qu'on a donné aux enfants nés de son projet immonde. On ne sait pas si cette première génération possédait vraiment les qualités promises par Adagos. Certaines sources de l'époque affirment qu'ils étaient des guerriers formidables, alors que d'autres les dénigrent, les comparant à des moutons qu'on envoie à l'abattoir. Au final, peu importe. L'engrenage s'était enclenché. Un processus historique funeste qui ne s'arrêterait pas avant plus d'un millénaire. Qui ne s'arrêterait pas avant qu'il soit trop tard. La vie d'Adagos a très bien été documentée, mais les années qui ont suivi sa mort le sont beaucoup moins. On sait que de nombreuses guerres se sont succédées, ça a chauffé pour Radana. La cité aurait résisté à d'innombrables tentatives d'invasion, mais comme les chroniqueurs de l'époque n'étaient pas très fiables, c'est dur de démêler le vrai du faux. Le mythe d'Adagos est à peu près tout ce qu'il reste de certain au sujet de l'histoire antique de ce monde, mais je pense tout de même avoir réussi à retracer le fil des événements. Je pense que le plan d'Adagos a fonctionné, trop bien même. Les prétoriens ont fini par se montrer à la hauteur des attentes du vieux philosophe. En quelques générations, Radana s'est doté d'une armée d'hommes plus grands, plus forts que les autres. Une armée qui est devenue un vivier d'expérimentation sur la génétique humaine. Bien sûr, on était encore loin des laboratoires secrets avec des tubes à essai et des queues de clonage. Imaginez plutôt des vieillards qui prennent des notes sur des parchemins et des tablettes de cire et qui décident de qui couchera avec qui. C'est facile pour ceux comme nous qui possèdent des technologies avancées de trouver ces méthodes archaïques et ridicules. Pourtant, je vous assure que c'est effrayant à quel point ça a marché. Les prétoriens sont devenus au fil des ans de véritables colosses. À l'époque, voir un homme atteindre les 2 mètres de haut, c'était quelque chose de rarissime. Pas chez eux. Il n'était pas seulement grand, mais aussi fort, rapide, endurant. Il disposait d'un meilleur système immunitaire, d'une plus grande capacité de cicatrisation. Toutes ces décennies d'expérimentation avaient fait progresser la médecine de Radana à un niveau encore jamais vu à l'époque. Le pari était gagné. Radana disposait de l'armée la plus puissante du monde connu, dotée de combattants plus forts, mieux équipés, capables de mettre en œuvre de meilleures tactiques et guérissant plus vite de leurs blessures. Et vous savez ce qui se passe quand une cité-État devient en moins d'un siècle la plus grande puissance militaire de sa région? Gagnée. Elle se taille un empire au fil de l'épée. La cité de Radana devint l'empire de Radana. Ils écrasèrent les cités voisines, conquirent les pays alentours et livrèrent bientôt bataille aux vieux empires qui n'avaient eu autrefois de cesse que de les envahir. Et bien entendu, les prétoriens finirent par prendre le pouvoir, assez rapidement en plus. Ironie de l'histoire, la cité s'était débarrassée de ses mercenaires par peur que ces derniers ne tentent de renverser le pouvoir, et ce furent leurs remplaçants qui massacrèrent la vieille aristocratie pour proclamer l'empire. L'arrivée des prétoriens aux commandes de l'empire changea tout. Depuis l'enfance, on les avait endoctrinés pour qu'ils se croient supérieurs aux autres mortels, des soldats ultimes. Mais eux, ils poussèrent le concept bien plus loin. Sous le règne des prétoriens, la sélection reproductive des individus fut étendue à l'ensemble des habitants de la cité, puis de l'empire. Il n'était plus seulement question de renforcer une armée. C'était bien tout un peuple qui devait être passé au tamis de l'eugénisme. Leur objectif changea. Plus question de se limiter à faire naître des soldats plus forts. Radana fut impliqué dans une quête démentielle. Faire naître une espèce humaine supérieure, plus grande, plus forte, plus intelligente. Les Radanais ne voulaient rien de moins que de devenir des dieux. Ils étaient persuadés que leur méthode leur permettrait un jour de toucher le divin du doigt, de créer des êtres parfaits. Vous le savez, l'évolution est un processus incroyablement long, qui prend en général des millions d'années. Mais vous savez aussi que nous autres, humains, sommes souvent capables d'accélérer les choses. L'empire de Radana a prospéré ainsi pendant ces centaines d'années. Malgré les crises, les changements de régime et les défaites, ils ont réussi à traverser les âges sans s'effondrer. Mieux que ça, ils sont devenus le centre de leur monde. Lorsqu'ils étaient au sommet de leur puissance, ils étaient capables d'influencer jusqu'aux pays les plus lointains. J'ai rarement vu une nation de cette taille survivre aussi longtemps. Si je devais deviner la clé de leur succès, je dirais que c'était leur redoutable capacité d'assimilation. À chaque province conquise, ils appliquaient leur méthode, et sélectionnaient les hommes et les femmes les plus prometteurs. Les personnes choisies étaient alors élevées socialement, et pouvaient jouir de privilèges. La hiérarchie était très stricte, et elle était entièrement décidée par la génétique. On sait que jusqu'à la fin, Radana possédait un système de caste, basé non pas sur la naissance, mais sur le potentiel eugénique. Quant aux individus les moins chanceux, ceux dont on jugeait qu'ils risquaient d'affaiblir le sang radanais, ceux-là étaient impitoyablement stérilisés de force. Ce système des plus inégalitaires était sans doute des plus injustes et brutal. Cependant, cela reste un cas où il est difficile de démêler les faits historiques de la propagande. Je ne sais pas dans quelle mesure le dernier gouvernement de ce monde a pu réécrire les sources auxquelles j'ai eu accès. Mais il y a un point sur lequel elles s'accordent toutes. Le résultat était là. Les habitants de Radana, en particulier ceux des provinces conquises depuis longtemps, étaient différents des autres résidents de ce monde. Des siècles d'eugénisme avaient fini par faire d'eux de véritables colosses. On raconte que l'on pouvait facilement rencontrer en Radana des individus dépassant les 2,50 m et que la taille moyenne des habitants excédait les 2 mètres. Beaucoup d'entre eux étaient bien bâtis, vigoureux d'esprit et de corps. Pendant plus de 1000 ans, Radana garda tant bien que mal ce cap qui lui réussissait tant. Puis les choses s'accélérèrent, car voyez-vous, l'engrenage était en mouvement, perfectionné au fil d'innombrables années, bien huilé par des décennies d'expérimentation. Il était à présent prêt à s'emballer. Le monde d'Estria est, à l'instar du nôtre, ce que l'on appelle un monde technologique. Il n'y a là-bas aucun phénomène surnaturel, ni conditions environnementales particulières. Les civilisations s'y développent normalement. Pour la majorité de ces mondes-là, les humains qui s'y développent finissent par développer une technologie avancée pour maîtriser leur environnement.
Concrètement, si t'as pas de magie, t'inventes le fusil. Les habitants d'Estria donc inventèrent le fusil. Une anecdote qui me semble importante d'ailleurs, c'est que c'est justement pour combattre la force écrasante des Radonais que les autres peuples commencèrent à utiliser et perfectionner des armes à feu. Mais quand on y regarde bien, cette percée militaire est arrivée assez tard en comparaison d'autres mondes. Cette histoire illustre bien comment Estria est entrée dans ce que l'on appelle arbitrairement l'ère moderne. Radona est rapidement devenu hégémonique et l'est resté jusqu'à la fin. Pour pouvoir rivaliser avec cet empire surpuissant et sa population plus nombreuse et performante, les autres pays ont été forcés d'innover, de faire progresser les arts techniques et militaires pour résister à ce rouleau compresseur civilisationnel. L'avènement de l'industrie, des États-nations, un monde qui s'ouvre et se découvre grâce à l'invention de nouveaux modes de déplacement, de communication. C'est une histoire que nous connaissons car nous aussi, nous l'avons vécue. Il y a cependant toujours des différences importantes, des particularités d'un monde technologique à l'autre. Pour Estria, ce fut l'avancée fulgurante de la médecine. Grâce à Radona, qui étudiait les techniques médicales depuis son antiquité, la vitesse à laquelle les Estriens progressèrent dans cette discipline fut tout simplement stupéfiante. On dit qu'ils inventèrent les vaccins avant l'imprimerie, ils découvrirent les antibiotiques avant les ondes radio, qu'ils étaient largement capables de traiter les blessures par balle avant la prolifération des armes à feu modernes. Et bien entendu, tout ceci les conduisit droit vers l'invention de l'ingénierie génétique. J'imagine que vous commencez à comprendre vers où tout ceci nous emmène. Pour les Radonais, les recherches sur la modification de l'ADN n'avaient jamais eu qu'un seul but, poursuivre encore et toujours leur quête d'eugénisme. Eux qui pensaient déjà avoir atteint le pinacle du genre humain par la reproduction sélective, ils voulaient aller encore plus loin. La prochaine étape passerait par la mutation du génome humain, la création d'un homme nouveau. Il faut croire que c'est un fantasme aussi vieux que l'humanité. Mais comme toujours, certains n'étaient pas d'accord, beaucoup de monde en fait. Vous vous doutez bien que les agissements de l'Empire de Radona ont soulevé de nombreux débats au cours des siècles, notamment sur les questions éthiques. Et quand ils ont commencé à essayer de modifier l'ADN humain, ça a été la goutte de trop. Radona était allé trop loin. Leurs agissements, considérés par beaucoup comme dangereux, motivèrent alors tous ceux qui voulaient s'opposer à leur quête délirante de l'Empire à s'unir pour les contrer. Ils appelèrent ça l'Alliance de Velmar. On ne sait plus quels étaient les pays qui composaient cette alliance, mais on raconte qu'elle n'avait qu'un but, l'annihilation totale et absolue de l'Empire de Radona. Une chose est certaine cependant, les membres de l'alliance étaient vraiment nombreux. Même si certains pays, comme Estria justement, avaient choisi de rester neutres, on raconte que plus de la moitié de la planète se ligua contre l'Empire de Radona. Une guerre sans merci éclata, une guerre qui durerait jusqu'à la fin. Au début du conflit, la situation semblait encore sous contrôle, car ils n'utilisaient encore que des armes conventionnelles. Les Estriens n'ont jamais utilisé beaucoup d'artillerie ou de blindés de combat. À cause de l'influence de Radona et de ses soldats à la réputation légendaire, les fantassins étaient toujours restés le cœur de la stratégie militaire. La cavalerie était encore beaucoup plus utilisée à cette époque, et dans ce domaine aussi, les Radona avaient appliqué leur sinistre science. Ainsi donc, l'avantage numérique sur lequel l'Alliance de Velmar avait tant compté montra bien vite ses limites. Radona avait de meilleurs hommes qui montaient de meilleurs chevaux et qui étaient tout aussi bien équipés que leurs opposants, voire même mieux. Le front, au lieu d'avancer, ne faisait que reculer. Contre toute attente, l'Alliance était en train de perdre la guerre qu'ils avaient eux-mêmes déclenchée. C'est sans doute le dernier moment où la tragédie aurait pu être évitée. Même s'ils gagnaient et malgré leur puissance démesurée, Radona ne pouvait pas conquérir le monde entier. Ça aurait pu s'arrêter là, avec la défaite symbolique de l'Alliance de Velmar. Les deux camps forcés de s'asseoir à la table de négociation, d'accepter des compromis, de trouver un accord de paix. Tout cela aurait été possible. Mais vous le savez, ça ne s'est pas passé comme ça. Un nouvel élément à l'équation a tout changé, la découverte d'un cadavre. Mais pas n'importe quel cadavre, celui d'une créature inconnue. Peu après un éboulement en montagne, des secouristes ont extrait un corps d'un tas de gravats. Ils pensaient essayer de sauver un être humain, mais c'est tout autre chose qu'ils découvrirent en déblayant la roche. La chose était au moins 2 fois plus grande qu'un homme. Ses bras, anormalement longs, étaient pourvus de griffes impressionnantes. Sa tête avait été écrasée, mais on reconnaissait encore un museau ressemblant à celui d'un loup. On ne sait pas comment l'Alliance de Velmar mit la main sur ce spécimen, mais nous sommes certains que des recherches ont été menées sur cette créature. À cette époque, Estria vivait une sorte de course au clonage. Mais contrairement à son ennemi, l'Alliance se refusait de pratiquer l'expérimentation sur des êtres humains. La découverte de l'être non humain permit donc de balayer les dernières hésitations morales des scientifiques de l'Alliance, et ils parvinrent à répliquer la créature. Même dans sa cuve en verre, le monstre était effrayant. Contrairement à la croyance populaire, la créature n'était pas le résultat d'un mélange d'ADN humain avec celui d'un loup. Au contraire, l'étude de son génome révéla qu'elle n'avait absolument rien de commun avec les espèces vivantes répertoriées jusqu'alors en Estria. Longtemps, la provenance du monstre resta un mystère. Ce n'est que bien plus tard que les derniers survivants comprirent que leurs prédécesseurs avaient découvert une créature extradimensionnelle, un être issu d'un autre monde. On nomma le monstre chimère de combat. À cet effet, l'usage militaire qui était réservé à cette expérience n'était un secret pour personne. Pour tester son efficacité, le haut commandement de l'Alliance décida d'effectuer un test en situation réelle. La chimère fut enfermée dans une cage et laissée sur la ligne de front, en attendant que les Radonais ne la découvrent. Puis, alors que les soldats ennemis s'avançaient, elle fut ouverte à distance. Les mots me manquent pour décrire ce que ces hommes ont pu vivre ce jour-là.
La chimère de combat fit preuve d'une agressivité et d'une sauvagerie extraordinaires. Même les puissants soldats radonais, si fiers de leur patrimoine génétique millénaire, se retrouvèrent paralysés par la peur devant le déchaînement de violence auquel la créature se livra. Le monstre hurlait à la mort, utilisant ses griffes acérées pour déchiqueter avec une facilité déconcertante les malheureux qui se trouvaient sur son chemin. Les soldats tentèrent bien d'ouvrir le feu pour abattre le monstre, mais ils découvrirent alors avec effroi une autre particularité de leur adversaire. Bien plus que sa terrifiante férocité, la véritable force de la chimère de combat résidait dans son incroyable vitalité. Peu importe la gravité de ses blessures, la chimère de combat ne semblait pas s'en soucier. Pire encore, chaque balle, chaque entaille qu'elle recevait ne semblait qu'accroître sa fureur. À chaque coup porté, la créature redoublait de violence pour massacrer ses assaillants. À chaque fois qu'elle tombait à terre, elle se relevait, plus féroce que jamais. Malgré d'innombrables blessures, dont plusieurs balles dans la tête, la chimère de combat parvint à décimer à elle seule une compagnie entière de soldats radonais. Elle fut la dernière à succomber à ce carnage innommable. On raconte que jusqu'à son dernier souffle, la créature avait rampé pour s'enfuir, avant de se vider de son sang. Les plus hauts dignitaires de l'Alliance de Velmar suivaient le déroulé de l'expérience, depuis un centre de contrôle, par l'intermédiaire de caméras installées sur place. Un silence de mort aurait suivi la fin de la tuerie. Tous, en cet instant fatidique, auraient retenu leur souffle, en comprenant qu'un cap venait d'être franchi, que désormais plus rien ne serait plus jamais comme avant. La biotechnologie, les chimères de combat, l'ingénierie génétique, tel serait à présent le futur de la guerre. Les nations venaient à présent de découvrir l'efficacité de cette arme terrifiante, et il n'était plus question de reculer. Le monstre cloné leur permettrait d'inverser la tendance du conflit, et de changer le monde à jamais. Tout s'accéléra encore, l'engrenage de l'histoire était devenu hors de contrôle, l'escalade du conflit inévitable. Velmar lança le clonage de la chimère de combat à grande échelle. De nouvelles mutations génétiques permirent de la rendre encore plus résistante, plus dangereuse. Bientôt, les soldats radonais furent totalement dépassés par les monstruosités qui déboulaient sur les champs de bataille à chaque escarmouche. Les bénéfices que leur avait apporté l'eugénisme se révélèrent bien dérisoires face à la sauvagerie des chimères de Velmar. Et pire que cela, l'Alliance, grâce à une mutation du cerveau, avait réussi à imprimer un puissant instinct à ces funestes créations. Ne pouvant être contrôlées d'une autre façon, les chimères de combat furent incitées à se diriger instinctivement vers le nord. Lâchées au sud des territoires de Radona, elles commençaient à remonter les lignes ennemies jusqu'à atteindre les campagnes à l'arrière et à y causer des carnages innommables. En réponse à cela, les scientifiques de Radona travaillèrent d'arrache-pied pour faire progresser les modifications génétiques humaines. Et malgré les résultats indéniables qu'ils obtinrent, leurs recherches n'avançaient jamais assez vite. Même avec les techniques de croissance accélérée et de clonage volées à Velmar, les légions de soldats génétiquement augmentés qui sortaient des cuves de Radona ne pouvaient tout simplement pas rivaliser avec les chimères de combat. Cette guerre qui se voulait éclair s'éternisa pendant des dizaines d'années. Chacun des belligérants était allé trop loin pour ne serait-ce qu'envisager d'abandonner, et cela au mépris du nombre effroyable de victimes des deux côtés. C'est dans ce contexte difficile que se développa la petite nation d'Estria. Une île volcanique, perdue au milieu d'un océan immense. L'humanité ne s'était installée que très tardivement dans cette partie reculée du monde. Pour tout vous dire, Estria n'était connue que pour une chose, son programme spatial. Les habitants de ce monde ne s'étaient que peu intéressés à l'espace. Pour eux, ce n'était qu'un projet de prestige, destiné seulement à prouver la supériorité technologique des grands empires. Estria, elle, avait profité de sa position géographique idéale pour devenir le premier site de lancement de fusées au monde. Mais le début de la guerre coupa les projets et financements étrangers, trop accaparés par le conflit pour se soucier des étoiles. Mais la guerre apporta autre chose à Estria, un flux ininterrompu de réfugiés de deux camps qui fuyaient les horreurs de la guerre. Des tensions commencèrent à apparaître dans la société civile, du fait de la présence de plus en plus importante de populations anciennement ennemies. Les autorités estriennes réussirent tout de même à calmer le jeu en mettant tout le monde au travail. Le peuple d'Estria se construisit une nouvelle identité autour d'un projet commun, rendre le pays autosuffisant. En effet, les raisons de craindre pour l'avenir étaient nombreuses. Les premiers signes de la catastrophe à venir, bien visibles. Il y avait bien des raisons de s'inquiéter, mais l'une d'entre elles en particulier suscitait une plus grande terreur que toutes les autres réunies. Radona avait développé une nouvelle arme. Je vous en ai déjà brièvement parlé en début de vidéo. Un champignon génétiquement modifié pour pousser absolument partout, y compris dans le corps des autres êtres vivants. Une arme biologique de destruction massive, qui serait plus tard connue sous le nom de Mérule. Le problème, c'est que cette redoutable technologie a fuité, et que l'Alliance de Velmar se l'est aussi procurée. Les deux camps possédaient à présent des bombes à spores, capables d'engloutir le monde dans un enfer de champignons rouges. Le monde était dans une impasse, la tension à son maximum, les peuples du monde entier retenaient leur souffle en espérant que le pire n'advienne pas, et il s'est passé un truc. Je sais pas pourquoi le gouvernement d'Estria décide de censurer cet événement. Pourquoi ils tiennent tant à dissimuler ce qu'il s'est réellement passé. L'incident de Varenne. Apparemment ce serait un accident. Un virus mortel génétiquement modifié aurait fuité dans la nature. C'est du moins la version officielle et est avare en détail. Toutes les preuves ont été détruites de toute façon. On n'aura sans doute jamais le fin mot de l'histoire. Il y a cependant une chose qui est certaine. Ce mystérieux incident a été l'élément déclencheur. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres. On ne sait pas qui attire en premier. Et en vrai, on s'en fiche. Ça ne change strictement rien au résultat. Les premières bombes à spores sont tombées.
Des missiles balistiques à longue portée, chargés de germes de mérule, qui dispersent cette saloperie aux 4 vents détonnant. L'apocalypse s'était lancé. Les champignons rouges ont tout envahi. La moindre spore germait à coup sûr et propageait à son tour des millions d'autres spores. J'en entends déjà me dire que l'humanité est plus résistante que ça. Et c'est vrai, on sait établir des zones de quarantaine, tout arrosées de fongicides, cramer ces foutus champignons s'il le faut, établir des lignes de défense, bref, on est en théorie capable de contenir cette merde. Et oui putain, au début les gens se sont battus pour ne pas laisser la mérule infester le monde entier, et même que ça aurait pu marcher. Et vous savez ce que les gouvernements ont répondu à ça, vous savez? Plus de bombes. Toujours plus de foutues bombes. Ces irresponsables ont noyé leur monde sous une pluie de spores rouges qui ont fini par saturer la haute atmosphère. Aucun endroit de la planète n'a été épargné par les retombées infectieuses. Aucun, pas même la petite île au milieu de l'océan. Aujourd'hui, la mérule a tout recouvert. L'île d'Estria aussi est touchée. Le dernier bastion de l'humanité de ce monde se bat encore aujourd'hui contre la propagation de ce foutu champignon mutant. Partout ailleurs, il n'y a plus rien. Rien d'autre que des champis rouges sang et le silence. Quand est-ce que ça merdait? À partir de quel moment a-t-il été trop tard? Était-ce durant l'Antiquité quand cette folie a commencé? Ou alors au début de la guerre? Les chimères de combat? L'escalade du conflit? L'invention de la bombe à sport? Ou alors quand quelqu'un a appuyé sur ce putain de bouton rouge? Je vous ai dit que le multivers pouvait être merveilleux, fascinant même. Mais ça, c'est quand on se donne la peine de le préserver.